Alors, bonjour. Je désire avant tout remercier les organisateurs du colloque pour cette invitation et pour me faire ouvrir les danses dans cette première session, qui est la première des 3 sessions dont parlait Françoise. Donc, 3 sessions qui s'appellent « Normes et valeurs sociales des aliments ». Et avant tout, c'est un colloque en présence, on l'a dit, et c'est presque un miracle maintenant, mais surtout, j'espère qu'il soit un début de retour à la normalité. Mon français s'est détérioré pendant le Covid, donc vous devez me supporter. Et tout le colloque, on le disait avant, prévoit une approche pluridisciplinaire, comme Loïc expliquait. Et on l'a déjà vu parce qu'on avait la première relation qui devait être médicale, mais à côté de la nutrition thérapeutique, par exemple, la convivialité de l'alimentation a été évoquée. Donc, je pense que la pluridisciplinarité est vraiment dans ces thématiques que nous allons aborder. J'ai demandé de montrer l'affiche, cette merveilleuse affiche qu'on a avec un graphiste a réalisé pour le colloque, parce que, vous voyez, c'est l'alinéa. Je ne sais pas si quelqu'un de vous se souvient des petits cartoons avec le petit mec ne sont pas tous les fois, ça dépend. Et là aussi, il y a une ligne qui est une conjonction entre beaucoup d'aspects, beaucoup d'images qui évoquent d'autres images et des questions qui seront abordées pendant tout le colloque. Donc, je n'envie pas trop Françoise qui devra faire les conclusions du colloque, parce que je pense que seulement à la fin, on aura une ligne précise qui peut lier tout cela. Mais donc, maintenant, on commence par cette approche vraiment pluridisciplinaire et je pense que ce matin, nous allons voir une grande variété des lieux et des temps. Là, c'est plutôt évident en regardant nos intervenantes. Beaucoup d'approches, mais aussi beaucoup de sources différentes, ce qui peut être vraiment très intéressant pour tout le monde. Et je pense que ce sera le début de cette linéa qui va à la fin permettre de connecter tout ce qu'on va voir pendant ces 3 jours. Et donc, j'appelle tout de suite Anne-Louise Mathieu-Goudier de l'Université Bordeaux-Montaigne qui nous parle d'une autre boisson un peu moins dangereuse peut-être, je ne sais pas. Le bouillon de santé, une infinité de remèdes, une organisation sociale. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'IEHCA pour l'accueil et puis pour ce colloque très intéressant. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, donc le titre que j'ai donné à cette intervention est « Le bouillon de santé, une infinité de remèdes, une organisation sociale ». Un certain nombre de choix alimentaires révèlent l'existence d'un système dans lequel les aliments, selon la manière dont ils sont préparés, sont chargés de valeur. Le bouillon de santé fait partie de cela. Le dictionnaire de l'Académie française en 1718 indique que bouillon se dit de l'eau qui a longtemps bouilli avec de la viande ou avec des herbes pour servir ensuite de nourriture. Puis, en 1798, la définition s'enrichit. Le bouillon peut servir de nourriture ou de remède. Ce sens est inchangé jusqu'à la définition actuelle qui perd ce dernier emploi. Cette double fonction laisse supposer une variété d'usages. S'il n'est qu'en somme une forme de potage, au sens où nous l'entendons actuellement, ses qualités de remède en font un objet particulier. Dans les œuvres d'art, des éléments nous permettent de le reconnaître. Ce sont des objets utiles à sa consommation ou sa préparation, parfois un titre.
Il n'y est rarement le sujet ou faiblement le centre d'intérêt. Pour autant, sa présence est révélatrice de son pouvoir évocateur. Cette ambiguïté entre aliment et remède le charge d'une valeur qui correspond à des fonctions multiples et qui dessine une organisation de la société. Nous allons essayer d'entreapercevoir quelques-unes de ces fonctions et comment elles sont mises en œuvre par les artistes pour en dire quoi. Nous suivrons ce parcours entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. L'exhaustivité nous est impossible, donc j'ai choisi de mettre en évidence les emplois les plus courants en art, jusqu'à formuler l'hypothèse que peut-être les artistes pouvaient envisager une remise en question du bien fondé du bouillon de santé. Dans la même logique, j'ai choisi un parcours sur un temps relativement long, ce qui me permet de relever continuité et nouveauté, mais qui m'oblige à faire l'impasse sur les profondes modifications culturelles relevant de l'histoire de la médecine, de l'histoire et de l'histoire de l'art, qui mériteraient, c'est certain, un plus long développement. Pour autant, mon propos va être chronologique et thématique et inclut exclusivement des artistes français. Et nous allons essayer de voir, au sein d'un quotidien représenté, s'il ne s'élaborerait pas une image mythique du bouillon de santé et si elle ne participerait pas à une forme de système, celui d'un ordre social structurant à l'intérieur un modèle domestique et à l'extérieur une forme d'hygiène sociale. Pour cela, il nous faut envisager à quoi pourrait servir un tel aliment. Je vais donc passer à ma première partie que j'ai choisi d'intituler « Une variété de traitements ». Le bouillon dans la Dame de la Charité de Jean-Baptiste Greuze a été peint vers 1775. Il participe ici à désigner le malade. La petite écuelle que l'on voit posée sur la table d'appoint le jouxte. À sa proximité se trouve une petite fiole que l'on suppose contenir une potion médicamenteuse. Cette petite écuelle, qui plus largement sert à consommer le potage, fonctionne avec la fiole comme des attributs du malade. Ils sont les accessoires qui confirment un état de santé dégradé. C'est cela parce qu'ils font partie, en quelque sorte, du répertoire des objets confirmant un état de santé dégradé. Et parce qu'ils confirment, bien sûr, le soin en cours. La fonction curative du bouillon est mise en relief. Dans les œuvres, nous ne savons jamais vraiment, nous ne pouvons jamais assurer la présence du bouillon, nous la soupçonnons simplement. C'est ce qui se passe effectivement ici avec Greuze. Donc nous rencontrons une difficulté majeure qui est, que je pourrais résumer dans cette interrogation, qu'est-ce que nous entendons par bouillon ? Le sens ambigu du bouillon s'insinue dans les livres de cuisine. L'ambiguïté perdure au XVIIIe siècle. Menon, dans la Nouvelle Cuisine, présente un ensemble de bouillons qui sont tantôt destinés à préparer d'autres recettes de cuisine, par exemple, réduction au restaurant de la Nouvelle Cuisine, ou plus explicitement, destinés aux malades, tels que bouillon pour les malades, bouillon rafraîchissant et purgatif. Il faut dire que l'ensemble de ces recettes sont des bouillons qui tiennent à la fonction du cuisinier dans leur préparation et à celle du médecin pour ce qui est des ingrédients et de la prescription quand ils ont un rôle médical. Vincent Lachapelle publie en français son Cuisinier moderne en 1735. Et si le premier chapitre est traditionnellement l'occasion de présenter bouillon et potage, il inclut à l'intérieur une partie indépendante entièrement consacrée aux, je cite, bouillons médicinaux. Les recettes n'y sont pas toutes de première nouveauté, puisque, par exemple, la Varenne, en 1651, évoquait déjà une eau de poulet. Bien qu'assez différente en termes de préparation, comme en termes d'usage, cette eau, il l'a destinée, je cite, aux enfants de mamelles, quand celle de Lachapelle purge et rafraîchit. Cette eau, on la retrouve encore dans Cuisine et office de santé de Menon. Elle a le même usage que celle de Lachapelle et nécessite l'avis d'un médecin selon l'auteur. La partie consacrée au bouillon de santé de Lachapelle nous intéresse particulièrement parce qu'elle est claire. En effet, s'y trouve un ensemble de préparations dites bouillons médicinaux qui ont une vocation médicale
et qui se distingue a priori des autres recettes de potage contenues dans le livre, qui ont une fonction purement alimentaire. Il exprime d'ailleurs explicitement dans son avertissement ne pas se substituer au rôle prescripteur du médecin, mais propose ces recettes pour les avoir déjà réalisées en tant que cuisinier. Ces bouillons offrent un panel de remèdes à un ensemble de situations qui ne le relèvent pas toutes, stricto sensu, de la santé du corps humain, mais qui supposent, à mon sens, un projet plus global. Il se divise en 3 catégories. C'est à partir de cet ordre que je propose de regarder la peinture. En premier, nous relevons les bouillons qui ont une fonction curative. C'est la fonction la plus évidente, j'y reviendrai assez peu. Ces recettes identifient clairement ce qu'elles sont censées traiter. Par exemple, La Chapelle évoque un bouillon d'écrevisse naturel pour purifier la masse de sang, ou encore un bouillon de navet pour le rhume. En deuxième point, se trouvent les bouillons qui ont une fonction protectrice de conservation parce qu'ils accompagnent la bonne santé. Ce sont ceux qui permettent, par exemple, de bien faire grandir les enfants. Et je cite, il évoque « manière de faire le bouillon des enfants », bouillon qui permet de réaliser ensuite, je cite, « manière de faire les panades pour les enfants », ou encore la panade de gruau, toujours destinée aux enfants. La dernière catégorie de bouillons évoquée par La Chapelle concerne des bouillons qui ont un rôle de maintien de la santé, mais dans une forme d'utilité publique. C'est par exemple, je cite, « le grand bouillon fait de tablettes faciles à transporter et à conserver pendant 1 an et plus, bouillon qu'il n'adresse pas à un public spécifique, dans un premier temps, puisqu'il indique, dans la maladie, à comprendre, si on veut l'utiliser en cas de maladie, on en fera prendre de 3 heures en 3 heures ou de 4 heures en 4 heures. » Cependant, Vincent Lachapelle perçoit la portée de cet ancêtre du bouillon cube, car d'emploi facile, la tablette peut être utile à ceux qui voyagent, elle sert à ceux qui voudraient, je cite, « un potage de santé en courant la poste ou dans une route où l'on ne trouve point de bon bouillon ». Lachapelle ne le mentionne pas cependant, mais ce sera surtout dans la marine ou dans les camps militaires qu'il se relève du plus grand intérêt. Dans cette dernière catégorie s'ajoutent ces bouillons qui se destinent à une partie spécifique de la population, les pauvres, avec par exemple bouillon dont les pauvres peuvent user au lieu de bouillon à la viande, ou encore manière de faire des potages à peu de frais pour les pauvres. Nos 3 catégories ne s'excluent pas les unes des autres et sont assez bien traitées par les artistes. Cependant, il nous faut envisager que l'inscription du bouillon dans le système de la représentation va permettre à l'œuvre de se placer moins dans le giron de la cuisine et de la médecine que dans celui de la morale. Ce qui me permet d'aborder ma deuxième partie que j'ai intitulée « Un bouillon confortatif, un équilibre social, la figure maternelle ». Dans l'œuvre de Greuze, la fonction curative du bouillon est mise en relief, je l'ai déjà dit. Pour autant, la maladie n'est pas le sujet de l'œuvre, pas plus que ne l'est le bouillon. C'est plutôt la charité de ces figures nobles qui viennent offrir une petite bourse aux malheureux. C'est encore la bonne éducation d'un enfant à qui l'on apprend les gestes de bienfaisance. À côté de cela, on interprète la déchéance d'une famille, dont l'épée suspendue au mur indique la perte d'un statut social, en passant de la noblesse à la pauvreté et à la maladie. Les gestes et regards appuyés, la lumière qui met l'accent sur les visages et les plis des étoffes, tout indique une scène théâtralisée dont la partition de chacun des rôles des personnages appuie une valeur morale, celle de cette mère et dame de charité. Dans cette optique, nous avons assez peu d'informations sur l'espace dans lequel se déroule la scène, l'accent étant mis sur la frise de personnages. Ainsi donc, chaque détail compte, et notre petit écuelle n'évoque pas seulement la maladie et la pauvreté, mais suppose encore un régime alimentaire rudimentaire, amplifiant une forme de dramaturgie de la scène et par effet de contraste, met en exergue la bonté de la vertueuse dame de charité. L'œuvre a finalement une fonction didactique. Elle ne doit pas seulement toucher le spectateur, mais encore lui inspirer pareil comportement admirable.
C'est dans cela que cette œuvre diffère beaucoup de La jeune femme portant secours à une famille malheureuse de Martin Drolling au XIXe siècle. Pour autant, je l'ai dit, ce n'est pas au seul vocabulaire de la pauvreté et de la maladie représentée que le bouillon appartient. Elle est aussi compagne des enfants et apparaît dans cette scène de genre de Jean-Baptiste Lallemand qui est intitulée « La bouillie au coin du feu ». Ici s'éloigne le ton moralisateur de la peinture néoclassique de Greuze pour se rapprocher du cadre intimiste des scènes de genre des Pays-Bas du XVIIe siècle, dans lesquelles Tzvetan Todorov relevait la forte valeur accordée au rôle des femmes et aux activités domestiques qui leur incombent. Au milieu de cette cuisine bourgeoise se révèle la figure maternelle. Le ton, cependant, moralisateur d'un Greuze n'est jamais si éloigné qu'il pourrait paraître. Dans le devoir maternel de l'épicier, c'est l'éloge de la tâche nourricière des femmes. Dans cette œuvre, à la teinte rose dominante, on retrouve encore cette idée du bonheur des activités féminines. Le bouillon médicinal fera bien grandir le nourrisson, assurément. Ce n'est cette fois plus dans un cadre bourgeois que la bouillie s'affiche, car sa fonction fait fi des catégories sociales. Le bouillon est d'ailleurs rarement sujet. Pourtant, sa forte valeur culturelle, comme aliment de santé aux fonctions diverses, contribue, dans les œuvres, on peut dire, à dessiner un certain ordre social parce qu'il participe à mettre en image au sein des foyers le modèle qui est lui aussi culturellement fortement marqué, de la bonne mère. Dans la Béquée du réaliste Jean-François Millet, toute différente de la peinture académique que nous avons vue jusqu'alors, mais empreinte elle aussi d'un certain idéalisme, apparaît à nouveau la figure maternelle. Millet peint ici une mère donnant bouillie ou panade à ses enfants, nous ne pouvons pas précisément le savoir, quelques ocres, une harmonie de tons bleus et verts, une lumière diffuse participe de cette ambiance apaisée, une scène qui est calme, mais aussi gaie, le bonheur d'une vie ordinaire. Chantal Georgel écrit « Millet aboutit à une scène d'harmonie familiale, 3 beaux enfants, une femme tout en rondeur qui respire l'aisance et dont le bonheur paisible est conforté par la présence ténue mais sensible du père nourricier bêchant en arrière-plan son jardin potager. » Le propos de l'œuvre ne diffère pas tellement de celui de l'épicier ou l'allemand presque 100 ans plus tôt. Ici, le cadre champêtre a remplacé la cuisine bourgeoise, une harmonie de tons bleus répond au ton rose et bleu de l'épicier, l'équilibre familial est cousu autour des tâches réparties selon le genre. Notre bouillie conserve avec Millet au XIXe siècle ce rôle d'accompagnatrice de la croissance des enfants. Elle s'applique aussi au répertoire des objets qui dessinent les contours de la bonne mère et, en ce sens, constitue un point de repère identifiant une fonction sociale et qui est celle se jouant dans l'intimité de la famille. Cette fonction sociale ne se détache pas de valeurs morales qui quadrillent la figure féminine. Cet accessoire, ainsi présenté, dans un contexte où tout désigne le bonheur simple du quotidien, participe à établir l'image paradigmatique de la bonne mère, celle qui s'occupe bien de ses petits. En effet, quoi de plus naturel que de leur donner cette bonne bouillie dont l'intérêt est consolidé par une utilisation traditionnelle à destination des enfants. Le Grand Docile indique, dans son Histoire de la vie privée des Français, en 1782, « Quoique la bouillie ait été de tout temps un mets de table recherché, il paraît pourtant que ce n'est que vers le milieu du XVe siècle qu'on l'a employé comme aliment pour les enfants en bas âge. » Pour autant, une œuvre du même Millet est plus problématique. Il s'agit de femme faisant manger son enfant, qui est dite aussi la bouillie. Peinte à peu près à la même période que l'œuvre précédente, elle valut aux peintres réalistes de nombreuses critiques. Millet fut accusé, je cite, « de peindre des contre-vérités ». L'absence de réalisme de la scène en forge le point d'orgue,
De quel réalisme s'agit-il? La scène de bonheur maternel est rompue par la représentation de l'enfant. En effet, malgré des joues rosies, apparaît un corps rigide et un regard éteint. L'enfant semble comme mort. Alors, malgré ses couleurs douces, cette lumière qui caresse les peaux, le bambin fait échec à la scène. Parce qu'il est attendu, dans ce type de représentation, de retrouver une mère s'appliquant à prendre soin d'un enfant bien vif, et parce que la bouillie s'intègre mal dans une scène qui ne représente pas un thème du devoir maternel appliqué, l'œuvre choque. Nadar, indique Chantal Georgel, écrit « Pas la moindre nuance d'expression, ni d'un côté, ni de l'autre. L'action représentée dans le tableau de Monsieur Millet n'est pas conforme à la nature. » De quelle nature parle le critique? N'entend-il pas, par là, une représentation idéalisée caractéristique de ce type de scène? Chantal Georgel précise « Ces réticences, comme ces louanges qui entourent l'œuvre de Millet, ne peuvent se comprendre que rapportées au débat qui fait rage autour du réalisme et qui conduit chacun à voir les œuvres de manière subjective, voire idéologique, le réalisme se trouvant tantôt rejeté du côté du laid, de l'ignoble, tantôt sublimé au nom de la modernité. Mais qui peut décider ce qu'est le réel et de ce qu'il est à tel ou tel moment de l'histoire? Qui peut donc se targuer de le voir et de le peindre? L'œuvre choque les critiques, non pas parce qu'elle n'est pas réaliste au sens de vraisemblable, mais parce qu'elle pourrait remettre en cause un idéal de la figure nourricière, bref, une vision paradigmatique de la bonne mère. Aussi, dans cette œuvre, la bouillie n'a plus rien de son rôle confortatif habituel, puisqu'elle ne participe pas à constituer le contexte attendu. Elle devient dérangeante parce qu'elle est paradoxale, induisant d'un côté un type de représentation en forme de lieu commun, quand l'œuvre dans son ensemble y échappe. Ce qui nous amène à notre troisième partie, qui va plutôt s'attacher à une représentation du bouillon dans l'espace public. Nous allons voir des œuvres qui utilisent le vocabulaire attendu d'une soupe confortative, servant cette fois au maintien de l'ordre, en évitant une forme de révolte des affamés, raison pour laquelle j'évoquais en introduction une hygiène publique. Ces artistes présentent cependant un parti pris critique, évoquant plutôt la misère que le beau programme théorique d'assistance. J'ai intitulé cette troisième partie « Un bouillon salvateur, la soupe des pauvres, la mise en doute du bouillon médicinal ». C'est vers une peinture de la fin du XIXe siècle que nous nous tournons, qui correspond sur le plan de l'histoire de l'art à la poursuite d'un certain parti pris du réalisme dans les thématiques et sujets abordés, l'intérêt notamment pour les humbles. Il s'agit d'une peinture naturaliste qui est à la fois marquée par les recherches en termes de couleurs des impressionnistes et par une facture tenant d'un certain académisme. Sur le plan du contexte, elle apparaît pendant la Troisième République, dont André Guélin indique, je cite, « La Troisième République naissante était soucieuse de résoudre la question sociale dans son ensemble et pas seulement la question ouvrière. C'est elle qui érige définitivement l'assistance en tant que droit. » Cela étant, ce n'est pas un thème uniquement traité en fin de siècle. Honoré Daumier en faisait déjà la satire lorsqu'il moquait l'action des philanthropes distributeurs de soupe dans un dessin paru dans le Charivari en 1844. Dans cette toile de Norbert Guenotte, La soupe du matin, distribution de la soupe aux pauvres à la porte du restaurant Bréban, qui est peinte en 1880. Nous voyons donc une foule dense et compacte qui s'agglutine en arrière-plan de l'image pour recevoir une part de bouillon revigorant. Ceux déjà servis se détachent de la masse pour rejoindre l'avant de l'image. Faire du bouillon un plat destiné aux pauvres n'est pas nouveau. Lorsque Vincent Lachapelle en liste quelques recettes, c'est parce qu'il est réputé revigorant, nourrissant, peu cher, et sa chaleur importe. Aussi, écrivait-il, « Plus un potager chaud quand on le mange, plus il ranime et fortifie.
Devant cette idée que le bouillon a des vertus non pas seulement curatives, mais également qu'il est confortatif, s'avance la certitude qu'il a un rôle social à jouer. C'est notamment la méthode du comte de Rumford que discutent les auteurs du recueil de rapports de mémoire et d'expérience sur les soupes économiques et les fourneaux à la Rumford, publié en 1801. Parmi ces auteurs se trouve Antoine Parmentier, plus connu pour sa promotion de la pomme de terre. Il fonde avec ses amis la Société philanthropique, des fourneaux économiques. Il y applique une méthode de construction qui est due à Rumford, qui permet une réduction de la quantité de combustible utilisée, se couplant à un maintien de la chaleur et à une économie aussi en termes de préparation des aliments. Mais la Société philanthropique n'est pas la seule œuvre de charité à distribuer à manger. André Guélin l'indique, je cite, « À la veille de 1848, moins de 650 000 portions de soupe étaient distribuées. Dans l'année à Paris, le chiffre passe à près de 4 millions en 1896. Ce que cachent les chiffres ne trompe pas, ils révèlent le nombre important de pauvres à Paris et ailleurs sans doute. Devant le luxueux restaurant Bréban, les grands boulevards, se rassemble une population qui jamais ne pourra y rentrer. Derrière le mur du fond qui constitue comme une forme d'écran, on suppose un mobilier confortable, une température agréable, des mets divers. Devant, à l'extérieur, se trouve la partie moins confortable et dans laquelle se retrouvent les pauvres. Je passe rapidement, puisque je commence à avoir empiété sur mon temps, sur cette dernière œuvre, dans laquelle la tension dramatique est encore plus forte, à mon sens, que dans l'œuvre de Gounod. Elle s'intitule « Les affamés » de Henri Geoffroy. On remarque des vêtements en haillons, des corps voûtés qui piochent à même la main dans la grande marmite posée au sol. Louis Hénault, qui commente le salon de 1886 où l'œuvre se trouvait, écrit « Ce pinceau évoque devant nos yeux le spectre de la misère noire, imprime dans nos âmes ses visions faméliques et nous trouble jusqu'au plus intime de notre être. Si nous sommes assez coupables pour oublier dans nos joies égoïstes ceux qui souffrent et qui pleurent, les affamés. » Je vais dire quelques mots pour conclure. Le bouillon de santé, parce qu'il fait écho aux pratiques habituelles et normalisées de la vie ordinaire, permet aux artistes de construire et déconstruire les contours mythiques d'un objet alimentaire qu'on croirait immuable. Mais cela ne contribue-t-il pas à le faire vivre ? C'est la question que je me pose et je me demande si on ne pourrait pas voir dans les œuvres plus récentes ce qu'il en reste. Je vous remercie. Merci beaucoup, mais le temps est terrible, je sais. Et donc, on passe tout de suite à la dernière intervention. Et donc, j'appelle à parler Raphaël Héron de Paris en Panthéon-Sorbonne, qui va nous parler des représentations alimentaires aux pratiques des mangeurs, compréhension socio-psychologique du choix alimentaire en milieu urbain burkinabé. Ce qui signifie aussi déplacer beaucoup à niveau des lieux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Encore une fois, merci pour l'organisation de ce colloque, pour l'invitation. Effectivement, on va effectuer un déplacement à la fois dans le temps et géographique avec cette présentation. Peut-être également aussi un déplacement dans le cadre des sessions. Enfin, j'émettrai une petite réserve sur l'inscription dans une session qui s'intitulerait « Normes et valeurs sociales des aliments », sachant qu'ici, on abordera peut-être un petit peu moins la question des aliments que la question des systèmes alimentaires individuels ou de l'alimentation dans son ensemble, avec une focale un petit peu plus insistante sur les pratiques de commensalité
et les socialités et les sociabilités que sur les différents types d'aliments en tant que tels. Donc pour vous restituer un petit peu le contexte de ce travail que je vous présente, il s'inscrit dans le cadre d'un travail de doctorat qui a été réalisé entre 2013 et 2016, que j'avais intitulé « Les mangeurs urbains burkinabés entre satisfaction et sécurisation alimentaire ». L'objectif étant, donc il s'inscrivait en socio-anthropologie et de l'alimentation et en socio-anthropologie du développement et de la sécurité alimentaire. Le but était de décrire et d'analyser l'alimentation urbaine burkinabé et, si possible, ses évolutions, discerner les articulations entre représentation et pratique des mangeurs et de mettre en exergue le fait que les contraintes matérielles, si elles ont évidemment leur importance dans un contexte où il y a une situation d'insécurité alimentaire assez importante, ne suffisent cependant pas à déterminer les pratiques et les représentations alimentaires des mangeurs. Il faut aussi aller voir ailleurs, aller voir au-delà, et du coup s'inscrire dans le champ plus de la socio-anthropologie de l'alimentation plutôt que de la socio-économie ou des dynamiques de la sécurité alimentaire. Ce travail de recherche, il s'appuyait sur une méthode mixte de recueil de données qui combinait à la fois des entretiens semi-dirigés auprès de différents types d'acteurs, que ce soit donc ce que j'ai appelé, ce que la socio-anthropologie de l'alimentation appelle les mangeurs, que des acteurs du privé, de la restauration, ou alors des acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'idée vraiment du travail de thèse était de confronter les représentations que l'on peut se faire de l'alimentation en milieu urbain burkinabé selon qu'on est acteur de la sécurité alimentaire ou selon qu'on est mangeur ou acteur de son alimentation. Il y avait aussi donc des observations participantes, des observations non participantes, une phase d'immersion de plus d'un mois dans une résidence, enfin dans un logement ouagalais, sur lequel je m'appuierai particulièrement dans le cadre de cette présentation, ainsi que plusieurs mois d'observation informelle, de discussion libre sur ce qui concerne l'alimentation. L'idée ici, pour vous parler des liens que l'on peut faire entre les prescriptions alimentaires, les injonctions, les capacités d'action des individus, ce serait de repartir sur ce schéma de la satisfaction alimentaire que j'ai développé pendant ma thèse, qui est un schéma donc très conceptuel, très théorique, qui se veut universel, même s'il a été élaboré en confrontation avec les réalités du terrain au Burkina, mais qui se veut universel et adaptable à toutes les sociétés. Le but était d'avoir une image générale de tout ce qui peut compter pour l'individu dans son alimentation, tout ce qui peut faire sens. Donc ce schéma de la satisfaction alimentaire, il s'appuie sur un ensemble de représentations de l'alimentation que l'individu se forge. Dans le cadre de ma thèse, j'ai catégorisé l'ensemble de ces représentations selon 4 grandes fonctions de l'alimentation, avec d'une part la fonction sensorielle hédonique, où on mettrait dedans tout ce qui relèverait de la recherche ou de l'évitement des sensations alimentaires directes, que ce soit les phénomènes de satiété, le goût, la texture, etc. Une deuxième grande catégorie des fonctions de l'alimentation, ce serait la fonction physiologique, où on mettrait dedans tout ce qui est recherche et évitement des transformations corporelles, donc tout ce qui a trait à la nutrition, à la santé, mais aussi au façonnage du corps. On aurait aussi la fonction sociale, où là se retrouveraient toutes les représentations en lien avec les imbrications entre les différents enjeux sociaux, tout ce qui est dynamique d'échange, de partage, de don, donc également aussi de paraître et de réseau. On aura ensuite une fonction identitaire, où relèverait ici toutes les représentations qui impliqueraient une promotion ou une extraction des différentes formes d'affiliation identitaire, quelles que soient ces formes d'affiliation identitaire, donc qu'elles se relèvent des territoires, de l'ethnie, de la religion, voire de la modernité ou du traditionnel, sachant qu'on a derrière ces définitions-là évidemment des définitions émiques. Donc la satisfaction alimentaire, ça va être l'ensemble de toutes ces représentations-là, de comment elles s'articulent les unes avec les autres, sachant qu'il y en a qui peuvent être en confrontation les unes aux autres en fonction de si elles font partie de la fonction sensorielle hédonique, physiologique, sociale ou identitaire. Et ça va être la manière dont ces représentations peuvent être mises en pratique.
pour une situation donnée, dans un contexte donné, pour un individu. J'ai catégorisé 3 grands types de déterminants, justement, pour savoir comment on fait le choix dans ces représentations et comment on transforme ces représentations en pratique. Donc il y aura d'une part des déterminants matériels et d'autre part des déterminants que j'ai appelés immatériels. Dans les déterminants matériels, on peut schématiquement comprendre tout ce qui est les 4 piliers de la sécurité alimentaire, avec les dynamiques de prix, d'accessibilité, de disponibilité et de qualité des aliments. Dans les déterminants immatériels, il y aura 2 concepts, donc de socialité et de sociabilité, que j'ai repris et retravaillé à partir des travaux de Jean-Pierre Poulin et de Jean-Pierre Corbeau particulièrement. En gros, on pourrait dire que la socialité, c'est les déterminants sociaux qui pèsent sur un acteur social avec ou sans conscience de ces déterminants sociaux. Et donc, pour être extrêmement schématique et théorique, on pourra le raccrocher au concept de modèle alimentaire de Jean-Pierre Poulin ou au concept de Claude Fischler aussi. Sur la question de la sociabilité, on est ici plus dans la marge de manœuvre. Ça va être la manière dont l'individu en interaction, dans un contexte spécifique, s'arrange avec les règles imposées par la socialité. Et dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est justement ce lien entre la sociabilité et la satisfaction alimentaire qui nous intéresse. Comment est-ce que les différentes formes de sociabilité particulières aux individus forgent-elles les systèmes de décision alimentaire et donc permettent de mettre en œuvre des pratiques cohérentes ou incohérentes par rapport aux représentations. L'idée, c'est que les différentes formes de sociabilité influencent la mobilisation de différentes formes de rationalité qui elles-mêmes influencent la sélection des représentations individuelles parmi un univers complexe de représentations édictées par des prescripteurs. Ça, ce serait plutôt la chaîne logique d'action et de réaction. Dans le cadre de cette présentation, je vais faire le chemin inverse en essayant d'éclairer d'abord qu'est-ce que ça veut dire que ce système de représentation et qu'est-ce que c'est que cette cohérence représentationnelle, sachant qu'on a en général autour de l'alimentation, et vous le savez tous, une innombrabilité, une infinité de représentations. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire justement donc d'avoir une cohérence représentationnelle dans ce champ-là? De remonter ensuite pour voir avec des allers-retours entre données empiriques et données théoriques au Burkina, en milieu urbain burkinabé, quelles sont les différentes catégories de prescripteurs et donc comment les individus font le choix de ces prescriptions qu'ils vont suivre et qui vont leur permettre de façonner leur représentation. Toujours en remontant le long de la chaîne, quelles sont les différentes formes de rationalité et les modes de légitimation de ces rationalités qui vont faire qu'on accepte ou pas les prescriptions des prescripteurs. Et finalement, quelles sont les différentes formes de sociabilité alimentaire des individus et comment elles permettent de mobiliser ces formes de rationalité et ces prescriptions. Donc revenir sur la complexité des systèmes de représentation. Ce schéma de la satisfaction alimentaire que j'ai travaillé dans ma thèse, qui reprend les 4 grandes fonctions de l'alimentation, il est à comprendre comme un système idéal de cohérence représentationnelle, et je reprends ici, sur ce terme de cohérence représentationnelle, les définitions de Saadi Lalou, en 1995, sachant qu'il s'inscrit pour un individu particulier, situé dans son contexte spatio-temporel particulier. C'est donc un idéal qu'il serait presque forcément inatteignable de cohérence entre chacune des représentations qui peut se forger pour l'individu autour de son alimentation. C'est inatteignable parce qu'il y a forcément des représentations qui vont être en contradiction. Par exemple, typiquement, quand on parle de la fonction sensorielle hédonique ou de la fonction physiologique, quand on parle, par exemple, de l'intérêt ou de l'envie de manger quelque chose de sucré, mais on sait que ce n'est pas bon pour la santé. Donc il y a intrinsèquement des contradictions. L'idée, c'est aussi de dire que dans cette satisfaction alimentaire individuelle, il y a des éléments qui peuvent être affirmés par les mangeurs, d'autres au contraire qui sont inconscients, voire informulables. Donc, le choix de ce terme satisfaction alimentaire, il implique qu'ici, on n'est pas dans une énonciation de « je suis satisfait » ou « je ne suis pas satisfait ». La satisfaction alimentaire, ici, n'est pas à comprendre comme quelque chose de réflexif
et de réfléchir, mais bien plutôt comme un outil pour comprendre la complexité de l'alimentation. Dans ce sens, la cohérence représentationnelle, ce serait donc l'entrelacement complexe des représentations individuelles des différentes fonctions alimentaires pour un contexte donné. Et il y aurait cohérence lorsque les représentations font sens pour les individus, encore une fois, dans un temps T spécifique, dans un contexte spécifique, dans une mise en situation spécifique, puisque en fonction du contexte où l'on se trouve, en fonction de avec qui l'on mange, en fonction de ce qu'on a fait le matin, etc., les représentations mobilisées par les mangeurs ne vont pas être les mêmes. Si on remonte du coup la chaîne de mobilisation des sociabilités pour mettre en œuvre les pratiques et les représentations, on va faire un petit détour ici par des données plus empiriques en milieu urbain burkinabé pour donner à voir la diversité des prescriptions alimentaires. Alors, en milieu urbain burkinabé, j'ai catégorisé ces différentes formes de prescriptions alimentaires en 4 grandes catégories. Les premières relèveraient plutôt des prescriptions dites traditionnelles, donc au sens émique du terme. Elles concerneraient l'ensemble des fonctions de l'alimentation, donc que ce soit la fonction sensorielle hédonique, la fonction sociale, la fonction identitaire ou la fonction physiologique. Néanmoins, on y trouve quand même un ancrage un petit peu plus fort des fonctions identitaires et des fonctions sociales. Et en termes de prescripteurs, on est ici dans le principe du nez trouvé, qui est un principe caractéristique du Burkina Faso, qui dit on est né trouvé que ça existait quand on... Enfin, le nez trouvé, en fait, s'explique assez bien par les termes mêmes qu'il utilise. C'est « je suis né et j'ai trouvé que ça existait déjà, donc je le recommence ». C'est une adhésion à des représentations qui s'explique donc par l'habitude, par la socialisation familiale. Donc on est dans une prescription, dans des types de prescripteurs qui relèvent de la socialisation alimentaire familiale, de l'entourage nourricier, de l'environnement social. On a aussi des prescriptions qui relèveraient plutôt du domaine du religieux, qui concernent aussi ici toutes les fonctions de l'alimentation, avec peut-être une prégnance un petit peu plus importante pour les fonctions identitaires et physiologiques. Ici, dans les formes de prescripteurs, on aurait plutôt, donc évidemment, les leaders religieux, pour les grandes religions monothéistes, mais aussi certains leaders religieux dans le cadre de plus des croyances animistes, avec la consultation des marabouts, des guérisseurs ou des tradipraticiens. Et il y a aussi les prescriptions liées à l'éducation familiale qui véhiculent ces représentations et ces prescriptions. Une troisième catégorie serait la catégorie des prescriptions médico-nutritionnelles, où là, on aurait beaucoup plus la fonction physiologique qui serait concernée, puisqu'elle vise à véhiculer les acquis scientifiques de la médecine dite moderne dans le champ de l'alimentation burkinabé. Et elle serait relayée ici, elle est relayée ici en termes de prescripteurs, beaucoup plus par tout ce qui est agents de santé, médecins, infirmiers, mais aussi campagnes de sensibilisation, campagnes radio à grand public. Donc on a autant des vecteurs personnels que des vecteurs plus généraux. Il y a une dernière catégorie de prescriptions alimentaires qui serait celle que j'ai appelée des prescriptions dites de type moderne populaire. Elles concernent aussi ici toutes les fonctions de l'alimentation et elles se distinguent des 3 autres en ce qu'elles ne s'inscrivent pas dans un rapport hiérarchique aîné-cadet en termes de prescripteurs, comme peuvent l'être par exemple les prescriptions religieuses avec un leader religieux, les prescriptions traditionnelles dans le sens où elles sont édictées par des ascendants familiaux ou les prescriptions médico-nutritionnelles dans le sens où elles sont prescrites donc dans le cadre d'une relation soignant-soigné, donc sachant et ignare, mais elles sont plus individualisées, plus d'égal à égal, et elles s'inscrivent dans un champ alors qui a dû beaucoup bouger depuis mon dernier terrain en 2016, qui est celle des réseaux sociaux et de l'accessibilité au numérique dans ces milieux-là. Il faut aussi noter comme 5e type de prescription alimentaire, que je ne développerai pas beaucoup, mais qu'il faut quand même mentionner,
l'importance de l'expérience empirique donc des individus dans leur prescription et dans le façonnage de leur représentation alimentaire. C'est quelque chose qui est revenu assez souvent de dire voilà, l'alimentation c'est aussi en fonction de soi, c'est aussi en fonction de son propre corps et il faut savoir écouter ce que son corps veut ou ne veut pas. Donc quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une prescription issue de l'extérieur, mais qui compose quand même le façonnage des représentations, qui est l'écoute de son corps. Si on remonte encore la chaîne qui va des sociabilités à la mise en relation entre représentation et pratique, il faut donc parler des différentes formes de rationalité qui sont mobilisées pour faire le choix de ces prescripteurs et de ces prescriptions. Donc ici, je reprendrai les travaux de Corbeau et de Poulain en 2002 à partir des travaux de Weber, qui ont distingué 3 grandes formes de rationalité. Type de rationalité en finalité, qui se base plus sur une pensée probabiliste, dont l'objectif est un résultat tangible, que ce soit d'un point de vue santé, esthétique, spirituel ou économique. On aurait d'autre part une rationalité en valeurs, où là, l'idée c'est la cohérence entre des valeurs sociales, des valeurs intrinsèques et les aliments. Et cette rationalité en valeurs pose la question de la légitimité des valeurs. Si on base sa rationalité sur ces valeurs, quelle forme de légitimité a celle-ci plutôt qu'à une autre ? Les auteurs distinguent 4 grandes formes de légitimité. Une légitimité charismatique, une légitimité traditionnelle, une légitimité légale bureaucratique et une légitimité rationaliste. Dans le cadre du terrain au Burkina Faso, c'est plutôt les 3 premières que j'ai pu relever, et on reviendra donc dans l'ethnographie résidentielle alimentaire que je présenterai après sur le contenu de ces différentes rationalités. Finalement, on a aussi une rationalité, de ces différentes légitimités. On a aussi une rationalité en routine qui relève plus de l'économie cognitive lorsqu'on a des actions qui sont réalisées par habitude, sans questionnement, sans conscience ou inscription identitaire. On peut voir des similitudes ici avec le nez trouvé que je vous ai mentionné tout à l'heure. Néanmoins, il y a des pratiques que les individus, que les mangeurs au Burkina Faso énoncent eux-mêmes comme relevant du nez trouvé, mais avec une dynamique volontaire, une revendication en fait, qui fait qu'elles ne sont pas complètement sans conscience et donc elles ne sont pas complètement en routine. Elles sont en routine de fait, mais elles sont inscrites dans une forme d'identité. Continuons donc de remonter la chaîne qui va des sociabilités aux mises en pratique des représentations alimentaires. En reprenant donc les travaux de Jean-Pierre Corbeau sur la sociabilité, j'ai distingué 4 grandes formes de sociabilité en fonction de différentes choses. Donc, d'une part, du sens de la sociabilité. Si on va vers une acceptation des normes ou si on va au contraire à un rejet des normes. Donc en gros, si la sociabilité c'est la marge de manœuvre des individus à faire avec leur contexte social, c'est est-ce que justement ils vont accepter ce contexte social, est-ce qu'ils vont accepter ce modèle alimentaire ou est-ce qu'ils vont rejeter le modèle alimentaire. Donc on aura donc soit des sociabilités inclusives, soit des sociabilités extractives. De la même manière, il y a une distinction à faire entre la posture du mangeur. Est-ce qu'il est dans une dynamique volontariste, où c'est lui-même qui se veut acteur, qui revendique et quelque part qui milite pour cette inscription? On sera là donc plutôt dans des sociabilités actives, ou est-ce qu'au contraire, il y a une forme de passivité, d'acceptation de cette situation, et on sera là plutôt dans des formes de sociabilité passive. Donc on peut avoir des sociabilités inclusives actives, des sociabilités extractives actives, des sociabilités inclusives passives, qu'elles soient subies ou non réflexives, et on reviendra avec les exemples pour que ce soit un peu plus clair, et des sociabilités extractives passives qui seront surtout... Ah bon ? Mon Dieu. Qui seront surtout subies. Alors évidemment, ces différentes formes de sociabilité sont elles-mêmes déterminantes de plusieurs choses. Il faut parler des catégories sociales d'usage, des parcours de vie individuels,
mais aussi des ressorts idiosyncrasiques de la psychologie individuelle. Je vais aller très vite du coup sur la présentation de cette ethnographie résidentielle alimentaire. J'ai vraiment l'impression que le temps a filé beaucoup trop vite, pardon. Donc peut-être juste 4 portraits de mangeurs rapides sur l'angle de leur sociabilité. Ces 4 personnes sont dans un même logement composé, et on voit qu'ils ont toutes des positions sociales, des recours à leur représentation, des recours aux différentes fonctions de l'alimentation et des marges de manœuvre différentes. Maïmouna, qui est la doyenne, qui ne cuisine plus, a une sociabilité inclusive passive, et elle se soumet à cette socialité qui ne fait pas l'objet d'une réflexivité prononcée. Et ça, c'est la principale clé de sa satisfaction alimentaire. À l'inverse, il y a Bintou, qui est la responsable de l'alimentation du logement, qui, elle, a une sociabilité inclusive passive et subie, et qui marque son insatisfaction alimentaire. C'est elle qui est responsable de faire à manger pour tout le monde, mais cette situation ne lui convient pas. Il y a aussi Oumarou, donc, qui est le chef de ménage, qui serait celui censé être responsable de l'alimentation du logement, mais qui est défaillant, entre guillemets, aux revenus instables faibles, avec une marge de manœuvre alimentaire moyenne. Lui, il a une inscription dans une double sociabilité à la fois extractive subie, quand il dépend de ce qu'on veut bien lui laisser à la maison pour manger, sorte de prix à payer pour sa sociabilité extractive active lorsqu'il s'affranchit de ses obligations. Et finalement, on a un autre personnage, ce serait Zara, donc qui vit aussi dans le même logement, qui est beaucoup plus indépendante, aux revenus instables intermédiaires, avec une marge de manœuvre alimentaire forte, et elle qui a un discours d'autonomie revendiqué qui marque une forte réflexivité vis-à-vis de la socialité et une sociabilité extractive active. L'idée, c'était de montrer que malgré un environnement similaire, malgré un modèle alimentaire similaire, malgré une inscription dans une même famille, donc avec des contraintes relativement similaires, on peut avoir des types de sociabilité, donc des types de rationalité et de légitimité, des rationalités parfaitement différentes. Je conclus. Donc, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que en milieu urbain burkinabé, parce que c'est sur ça que se base mon travail, mais je pense partout en général, l'individu rencontre une grande pluralité de formes de prescription alimentaire qui forgent une quasi-infinité de représentations alimentaires concernant les 4 fonctions de l'alimentation. Cette confrontation participe à la construction d'une représentation idéale du bien manger, selon sa compréhension propre, tout en faisant avec les pressions sociales exercées par les prescripteurs, que ces marges de manœuvre psychologiques à l'individu, comportementales et sociétales, l'enserrent dans des logiques sociales particulières, tout en lui donnant cependant une certaine forme de latitude et de créativité pour mettre en pratique ces représentations. Et donc, à l'échelle de l'individu, la satisfaction alimentaire semble bien être le résultat de la mise en cohérence, via son type de sociabilité, de tous les microsystèmes de représentation partagés par les proches et par les prescripteurs entourant l'individu en question. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas, mais le temps pour quelques questions, je pense qu'on peut le prendre. J'ai essayé de commencer à regarder comment cette ligne peut se développer dans cette très intéressante intervention. Et je l'ai retrouvée probablement dans le premier mot, les prescriptions. Les prescriptions et les destinataires des prescriptions. Je pense qu'il y avait des éléments dans les 3 interventions qui peuvent être mis ensemble et en dialogue aussi avec tout ce qu'on va voir au cours du colloque. Mais je préfère laisser la parole à la salle et ensuite, si j'ai le temps, je fais une autre petite observation, mais la salle est prête. Merci. Merci à toutes 3, c'était extrêmement intéressant. Moi, je vais focaliser mon commentaire, ma question sur la présentation sur bouillon, bouillie, panade. Alors, c'est complètement mon domaine, c'est de la pédiatrie pour le coup. Bouillon, on voit au début votre présentation,
c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce que les médecins prescrivaient à cette époque, c'est assez curieux parce que les situations où nous, on imaginerait donner le plus, on donnait moins, peut-être d'ailleurs parce qu'il faudrait savoir de quoi ils étaient malades. En tout cas, peut-être d'ailleurs que le bouillon, il n'a peut-être pas cette fonction de nourrir, peut-être qu'il a une fonction d'hydrater, peut-être. C'est une question qu'on pourrait se poser. Et quant à votre... ensuite, vous passez à l'enfant avec ces deux représentations, Millet et puis les autres. Et c'était très intéressant de voir comment vous le présentiez. Je ne suis pas sûr, finalement, et là c'est intéressant d'avoir un autre regard, je ne suis pas sûr que ce bébé que la dame portait était en si bonne santé que ça. Fin du XIXe siècle, le gros problème, c'était le sevrage. À partir du moment où vous étiez sevré, beaucoup d'enfants mouraient parce que finalement l'alimentation était inadaptée, c'était de la malnutrition en pratique. Et d'ailleurs, c'est la période où on a commencé à développer les laits infantiles. Et voilà. Et d'ailleurs, les gens qui ont promu ça, notamment la goutte de lait, et si vous connaissez les écrits de Vario, etc., qui datent de cette époque-là, on explique bien ça. C'était des endroits qui étaient faits pour essayer de sauver des enfants, souvent dans des situations sociales difficiles, comme vous l'avez très bien montré, qui finalement étaient dans une situation de malnutrition ou dénutrition et qui mouraient en fait très très fréquemment. Cet enfant qui a les joues rouges, peut-être qu'on pourrait se dire aussi qu'il il était très replet, était un peu mal nourri, peut-être un tout petit peu, même un peu turgescent, peut-être que c'était une malnutrition, et peut-être d'ailleurs que ce qu'il avait sur le visage était peut-être une maladie, un eczéma, une dermatite atopique, c'est très très possible. Mais voilà, c'est une autre interprétation, sachez, surtout dans un milieu, on va dire... enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'était tellement différent dans d'autres milieux, mais enfin, j'imagine que quand le niveau socio-économique était plus élevé, on avait peut-être plus accès à des choses, et peut-être qu'effectivement c'était une malnutrition, et un enfant qui avait peut-être l'air pas si bien que ça, parce qu'il était peut-être en très très mauvaise forme. Des éléments à ajouter? Enfin, le micro. Merci beaucoup à vous de votre remarque. Alors, c'est très possible, c'est difficile d'interpréter ce qu'a voulu faire Millet, puis je ne suis pas sûre que ça, qu'on puisse le dire et qu'on puisse vraiment le définir. Et la question que je me pose aussi, c'est que vous dites qu'il est probable que le bouillon, dont la fonction principale était plutôt l'hydratation, je me demande, moi, si ce qui est vraiment le cœur du mythe du bouillon se trouve pas plutôt dans la viande. Enfin, même si parfois, effectivement, les recettes de panade n'en contiennent absolument pas, au final. Et ça me fait penser à cette substance aussi mythique que scientifiquement totalement écartée de nos jours, qui est l'osmasome, qui a été largement... poétisé, presque on pourrait dire, par Brillat-Savarin, dont le cœur de l'idée de la substance à la fois sapide et nutritive se trouve dans le bouillon, dans la viande, en fait. Et... C'est un élément de réponse. Moi, je ne mettrais pas les deux dans le même sac, parce que panade, pour moi, là-dedans, il y a des céréales. Ah oui, et oui, d'ailleurs, les premières descriptions de kwashiorkor ont été, comme vous le savez, décrites parce que ces enfants qui étaient sevrés recevaient un bouillon, une panade, une bouillie, à vrai dire, à base de maïs. Et comme vous savez, quand les protéines viennent d'une seule source, elles ne sont pas équilibrées, d'où une malnutrition protéique principalement, qui a été finalement la description de la dénutrition pendant tout le pendant le 19e siècle, le début du 20e siècle. Et il a fallu après qu'on revoie un petit peu, parce que la malnutrition n'était pas que protéique, et ça, c'est tout à fait intéressant. Voilà, enfin, moi je ne pense pas que ça soit très nutritif, un bouillon. Peut-être qu'il y avait des éléments de goût. Il y avait certainement du sel dedans, eau et sel, sale, hydratation, puis peut-être quelques éléments, mais je ne pense pas que c'était été très très nutritif. Par contre, à lire, et encore une fois, à travailler avec vous au sens large, voilà, je m'intéresse de plus en plus à ces écrits-là, et je m'étonne effectivement de ça. Quelqu'un qui était dans une situation qu'on considérait aujourd'hui comme étant une situation critique, qui a besoin justement d'énergie pour se défendre, il était à la diète, entre guillemets, avec un bouillon, comme le fameux bouillon, le bouillon de poule, quoi, qu'on donne tous quand on n'est pas très bien, quand on a envie de vomir, etc. Et il faudrait certainement revoir ça avec la description des maladies communes à cette époque-là, pour peut-être voir qu'il y avait là peut-être une stratégie d'hydratation. Voilà.
pas. Il faut dire que, alors, quand on voit notamment les recettes de Vincent Lachapelle, certains ont des fonctions de diète, effectivement, de purification, et d'autres ont des fonctions, au contraire, de nutrition, disons, pour nourrir précisément. Alors, je pense que du coup, ça relève essentiellement, c'est la question que je me pose, d'une forme de mythe, en fait, en réalité, plus que de... On croit au côté salvateur du bouillon parce qu'il est bouillon médicinal, en quelque sorte. Je me demande vraiment si ce qu'on lui trouve ne réside pas dans sa fonction véritablement mythique, pratiquement plus que médicale. Mais aussi toute la dimension de la médecine hippocratique, avec, oui. Voilà, et ça, il faut le voir aussi. Bien sûr. D'où l'importance de la purification, justement. Mais je pense qu'il y a tout un discours explicite sur le bouillon, c'est-à-dire qu'on extrait les substances même de la viande, donc on estime que c'est ce qu'il y a de plus revigorant, de plus et en même temps de plus fortifiant, et en même temps on lui accorde une grande importance culinaire parce que souvent il ouvre les livres de recettes parce qu'on estime que c'est un des piliers de la cuisine française dont tout découle, c'est-à-dire les sauces. Donc il a ce double statut. Et je pense, c'est amusant qu'il y ait une scène devant un restaurant, parce que le mot restaurant, à l'origine, c'est le bouillon restaurant. C'est-à-dire que, et c'est pas un hasard, on parle de ces bouillons restaurants dès le XVIe siècle. Donc il y a dans ces représentations vraiment le bouillon comme médecine, et pas seulement hydratant, mais vraiment comme apportant des substances nécessaires pour reconstituer les malades. Yana ? Merci. Un petit commentaire qui va dans le même sens de votre conférence, Anne-Louise. C'est-à-dire, j'étais aussi étonnée de voir, dans le premier tableau que vous avez montré, comment l'alimentation, donc les bouillons, dans ce cadre clinique, donc du malade couché, avait une connotation de charité. Donc là, on est en plein 18e, 19e siècle, et dans les hospices, là où il y avait de la clinique, la nutrition était un acte de charité, avec toute la mise en scène que vous avez bien montrée dans ces tableaux. Il faut attendre disons un siècle après, pour que à cette époque-là, déjà 18e, 19e, c'était la nutrition avec tous les préceptes hippocratiques. Donc ils ont traversé 20 siècles plus. Et après, il faut attendre 19e, 20e siècle pour que la nutrition devienne vraiment un acte médical avec la survenue de la clinique. Et ça restait vraiment très peu de temps, parce que tout de suite après, avec le développement de la médecine, des connaissances biologiques, des médicaments, et notamment aussi des microbes, de toute la pathologie de la médecine, la place de nutrition elle est moins importante. Donc elle est abandonnée dans la clinique. Elle revient plus à la gérance, donc plus au côté administratif, donc en s'entendant les hôpitaux. Et du coup, c'est ni un acte de charité, ni fait partie de la clinique, mais c'est un acte administratif. Donc il a fallu attendre vraiment le milieu 20e, encore 20e siècle, pour que la médecine se réapproprie de cet acte médical, ce que disait bien Régis, de la nutrition thérapeutique ou la nutrition administrée artificiellement. Donc c'est une difficulté que j'étais vraiment contente de voir cette mise en scène de la charité pour comprendre qu'aujourd'hui, on a encore des difficultés à s'approprier dans la médecine de cette nutrition thérapeutique. C'est sûr, tout à fait. Une réponse Peut-être une toute petite, c'était pas une question, mais je trouvais ça extrêmement intéressant parce que le bouillon, en fait, tel qu'il est présenté, on retrouve exactement la même chose en Mésoamérique. Donc c'est pas uniquement une conception occidentale, c'est même avant l'arrivée des Espagnols, c'était pas un bouillon de poulet parce qu'il n'y en avait pas, mais c'était le bouillon de dinde. Et dans toute la liste justement des prescriptions, là j'en ai pas parlé, j'ai un peu écarté, mais sinon le bouillon de dinde était employé quasiment tout le temps. Donc c'était juste pour faire le parallèle et dire qu'on le retrouve aussi en Amérique, même sans qu'il y ait eu le contact. C'était juste ça. Bonjour à tous, mes félicitations à les trois intervenantes de cette première session. Et mes commentaires et peut-être questions vont pour Pauline. J'ai bien aimé votre présentation car elle s'approche du regard d'une culture sur l'autre culture. Et je pense que comme vous avez eu peu de temps, vous n'avez pas fait exprès à ce que je pense que c'est très important dans cette situation, c'est qui regarde, qui analyse et qui va recevoir ce message. Ce sont des Occidentaux,
Alors, il y a tout un background culturel, littéraire et artistique. Eh bien, à propos de ça, quand vous avez parlé de l'interdiction du Seigneur de manger son esclave, et vous avez dit que c'est une relation paternelle. En effet, c'est une relation paternelle qui vient, pour les Occidentaux, de son héritage classique. Parce que là, c'est ça qui arrive. Les seigneurs des esclaves ont une relation, c'est une famille. En effet, en latin, familia inclut les esclaves. Eh bien, je pense que pour les Occidentaux qui lisaient les chroniques et tout ça, ils trouvaient ça naturel. Ce n'était pas une chose extraordinaire, exotique. En même temps, et c'est ça que je vous demande, pourquoi vous avez parlé d'inceste? La parole inceste, comme vous n'avez pas eu du temps de l'expliquer, je pense à c'est un inceste, ce sont des relations sexuelles, et je n'ai pas compris. Si vous pouvez éclairer, je vous remercie beaucoup. Et je crois aussi une autre petite commentaire. Quand vous avez appelé, nous avez noté que l'ivresse, ce qui est le châtiment, c'est pas pour l'ivresse proprement, mais parce qu'ils vont devenir des voleurs. Alors, c'est le crime, c'est, je pense, mais peut-être je ne suis pas à faire la bonne interprétation, mais de la façon très sommaire, résumée que vous avez présentée, c'était ça. Mais mes félicitations. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, il y a des choses que j'ai extrêmement raccourcies pour ces 20 minutes. Alors, la première chose, le regard. Effectivement, les chroniques sont écrites par les Européens. Là, je vous ai surtout présenté des codex aussi coloniaux rédigés et dessinés par des Européens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certains, par exemple le codex Florence, dont j'ai pris certaines illustrations. C'est le prêtre Bernardino de Sahagún qui a, on va dire, coordonné cet ouvrage, et il avait des informateurs qui, eux, étaient indigènes de Tlatelolco. Donc on avait deux regards déjà dans ce codex-là. Ça, c'est la première chose. Mais effectivement, la question, alors la citation avec le regard paternel, ça oui, c'est très occidental. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je devais le décrire de manière un peu plus aztèque et mexica, peut-être, on n'aurait pas ce rôle père-fils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le captif était vraiment inclus dans la famille. C'est-à-dire qu'avant d'être sacrifié, il venait vivre avec la famille du guerrier. Donc on avait quand même si ce n'était pas la relation père-fils, en tout cas, il entrait dans le cercle familial. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai plutôt parlé du mot affectif, même si c'est à déterminer, c'est peut-être pas le bon mot non plus affectif, mais en tout cas, il y a un rapprochement dans le cercle, et j'ai pas non plus beaucoup commenté mes différents cercles concentriques, mais on voit en fait que c'est un guerrier qui vient de l'extérieur. Il est tout de même d'une culture commune qui est la culture Nawa, donc c'est pas quelqu'un, on va dire, qui est totalement étranger. Il est déjà dans un cercle culturel qui est connu, ensuite il vient vraiment dans le cercle intime familial, et ensuite il va être sacrifié. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que les personnes sacrifiées ne viennent jamais d'un cercle culturel inconnu, considéré comme barbare. C'est par exemple les Chichimèques, en fait, que les Aztèques décrivent comme des barbares, au sens grec du terme. Donc on a déjà ces différents cercles du connu. C'est quelqu'un qui est de la même culture, mais là qui est vraiment ensuite mis dans la famille. Donc c'est vrai que le côté père-fils, en tout cas, est sans doute à revoir, mais on a la notion quand même de proximité. En tout cas, celle-ci, je la laisserai même du point de vue aztèque. Ensuite, oui, sur l'inceste, je suis allée très très vite dessus avec l'égal que j'ai posé, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées sur la conception justement
de l'anthropophagie, de l'endophagie aussi, études menées par Lévi-Strauss. Et c'est vrai que ce parallèle a été fait. Après, il faut voir si ce n'est pas un parallèle qui est trop occidental, avec ce mot qui est assez fort. Mais en tout cas, on revient sur le côté « je ne mange pas finalement quelqu'un qui est de ma famille ». Sachant que tout de même, il y a les proches du guerrier ont le droit de le faire. Donc, on reste dans le cercle familial, mais le mot peut-être est à revoir. Et sur le dernier, effectivement, est-ce qu'on ne jugerait pas par anticipation l'ivresse sur le futur voleur que deviendrait la personne ivre? C'est fortement probable, puisque là, on est vraiment dans le côté, il ne faut pas aller trop loin, puisque à la fois l'alcool permet d'intégrer d'une certaine manière, est un intégrateur social à petite dose, mais à trop haute dose, eh bien, c'est l'inverse qui se produit et c'est facteur de désordre. Donc on anticipe, c'est sûrement pour ça qu'il y avait à chaque fois une ambiguïté, en tout cas des illustrations qui étaient proches entre l'homme ou la femme ivre et ensuite le parallèle avec le voleur. Par anticipation, peut-être qu'il va devenir un voleur. D'où peut-être le châtiment. Mais en tout cas, ce n'est pas dit explicitement. Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les points, je crois. Bon, okay. Oui, moi j'ai 2 remarques, questions à faire. La première, c'est pour un petit peu rebondir sur ce qui a été dit sur le bouillon. Dans les textes sur lesquels moi je travaille, qui sont plutôt du XVIe siècle, on voit qu'il y a clairement une inscription sociale aussi, pour ce qui est des composants en fait, du bouillon. Le bouillon quotidien pour les classes sociales un petit peu basses, ça va être évidemment un bouillon végétal. Quand il s'agit vraiment d'essayer de soigner un malade, on va y mettre de la viande. Lorsqu'on s'inscrit dans une catégorie sociale plus élevée, la viande est remplacée, enfin la viande ce sera de la volaille. Et puis si vraiment on a quelqu'un qui est malade, très malade et qui fait partie de ces catégories aisées, on va y rajouter d'autres ingrédients du type par exemple des pièces d'or qu'il va falloir faire bouillir dans le bouillon. Et là, je me souviens de recettes qui expliquent bien que voilà, quand on rajoute des pièces d'or, voilà, on peut ressusciter un corps à demi-mort. Enfin, c'est très efficace. Et par derrière, il y a toute la symbolique liée à l'alchimie, etc. Enfin, voilà. Il y a cette chose-là qui effectivement, qui vient, voilà, qui s'inscrit, je pense, en plus dans une symbolique au long cours. Mais après, voilà. Et pour ce qui est j'avais une question à poser à Pauline, sinon pour l'ivresse. Parce que vous avez évoqué l'ivresse, la façon dont elle pouvait être autorisée ou interdite. Et je me demandais s'il y a, dans les sources auxquelles vous avez eu accès, une ou des définitions de l'ivresse qui seraient, je ne sais pas, peut-être liées aux paroles prononcées, aux gestes effectués ou même aux quantités de poulques consommées. Et si oui, s'il y a au moins des ébauches de définitions qui énoncent cette définition ou au moins qui est présentée comme étant à l'origine de cette définition, qui l'édicte. Je ne sais pas si sur le bouillon. Je vais juste faire un petit commentaire. Merci beaucoup pour votre remarque. Tout d'abord, je partage complètement votre point de vue. À mon avis, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans cette intervention. Le bouillon est éminemment symbolique et, à mon avis, est d'abord une image avant d'être un plat, pratiquement, dans le sens où il est vraiment culture avant d'être aliment. Enfin, c'est l'idée que je pense vouloir défendre. Et à mon avis, c'est ce que participent à élaborer les artistes aussi. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je pense même qu'on n'en a pas vraiment fini de ce grand mythe du bouillon de santé de nos jours. Et c'est intéressant ce que vous venez de dire concernant ces pièces qui pouvaient participer à la préparation. Je ne connaissais pas ce type de recette qui... Et effectivement, on est sur une combinaison de symboles de différents ordres qui sont à la fois relatifs à une catégorie sociale ou même qui concernent plus exactement des types de maladies traitées. Et tout ça est mélangé pour créer une image à la fois plurielle et protéiforme, toujours possible, toujours potentiellement l'objet d'une combinaison nouvelle. Enfin, c'est ce qui me paraît intéressant. Merci.